Bonjour Monsieur Barthez. Bonjour. Nous sommes ici réunis pour le salon Alternatiba à Strasbourg. Quel est l'objectif de votre stand? Sensibiliser les écologistes et tous les passants aux problèmes de surpopulation et de démographie mondiale. Ok. Quelles sont les solutions que vous proposez à la question de la surpopulation? Alors les solutions sont adaptées aux situations. En Europe, par exemple, où il y a quand même encore un certain nombre de politiques natalistes et où la consommation par individu est relativement importante, nous suggérons une refonte des systèmes d'allocation familiale, par exemple, et de politique fiscale également. Dans les pays qui sont encore soumis à une forte croissance de la population, nous suggérons essentiellement un accès facilité à la contraception. La question qui revient souvent, c'est oui, mais en France, a priori, on n'a pas de problème de surpopulation. Alors il faut savoir que la France quand même gagne environ 350 000 habitants tous les ans, c'est-à-dire l'équivalent d'un gros département tous les 2 ans. Donc on a quand même une population extrêmement croissante. Comme cette population appartient à un pays développé, eh bien cette population consomme beaucoup. Donc la question de la surpopulation se pose aussi en France, même si effectivement ce n'est pas en France, en Europe que la densité est le plus importante. Elle l'est beaucoup plus aux Pays-Bas, en Belgique, même en Angleterre. Ok, et sur la notion de partage, quelles sont un peu vos réflexions sur la notion de partage de richesse et d'équité sociale? Bien sûr, pour des raisons morales et d'équité sociale, Démographie Responsable soutient tout à fait un partage plus équitable des richesses. C'est une autre question, on y est par ailleurs favorable. Mais notre militantisme, lui, en l'occurrence, porte sur un autre point pour l'instant. Mais évidemment, c'est une idée qui nous est sympathique. Quels sont vos moyens pour briser le tabou sur la démographie en France? La première chose, c'est d'en parler, tout simplement. Expliquer les arguments pour lesquels on estime qu'une population moins nombreuse serait une population préférable pour la planète et qu'il est urgent de la stabiliser. Il faut savoir que dans la population, beaucoup de gens partagent cette idée. Bien sûr, ceci nous est légèrement caché parce que beaucoup de mouvements politiques, eux, sont natalistes. C'est le cas à peu près de l'ensemble des mouvements politiques. Mais néanmoins, dans la population, beaucoup de gens sont prêts à accepter l'idée, prêts à accepter le fait qu'on doive parler du sujet. Donc c'est ce fait-là que l'on veut populariser. Montrer aux mouvements politiques, montrer aux mouvements écologistes que leurs adhérents sont prêts à évoquer la question et sont largement partagés sur ce point de vue. Ils estiment qu'en effet, la population, parmi d'autres, fait partie des sujets écologiques. Très bien, je vous remercie beaucoup Monsieur Barthez. Je rappelle, rappelez-moi le site de votre association. Alors c'est tout simplement Démographie Responsable sur internet.org, bien sûr, vous trouverez facilement. Bonsoir, bon après-midi. Merci de votre venue. L'ordre de grandeur est également important pour un autre domaine qui est ce qu'on appelle les effets de seuil. Quand par exemple vous émettez 10 fois plus de polluants, il ne faut pas croire que vous faites 10 fois plus de pollution. En réalité, vous faites beaucoup plus parce que quand vous restez en dessous d'un certain seuil, l'ensemble de la pollution est traité par la nature, les produits sont recyclés. Et quand vous dépassez un certain seuil, eh bien, il en reste forcément une proportion importante. Ce qui fait que le sol, le résultat en termes de pollution, est souvent beaucoup plus marqué que la différence de quantité de polluants émis. Même chose en matière de seuil, par exemple pour les espèces. On sait bien aujourd'hui qu'en deçà d'un certain seuil de population, les grandes espèces disparaissent. Les zoos aujourd'hui n'ont plus tellement en fonction de montrer les animaux aux humains, ils ont fonction surtout d'assurer un minimum de croisement, de reproduction et d'évitement de la consanguinité. C'est vrai pour les grands fauves notamment. Les zoos font ça aujourd'hui.
C'est vrai aussi, là, sûrement qu'on en parle beaucoup à Alternatiba, c'est vrai aussi pour le climat. On sait bien par exemple que 2 degrés ce sera peut-être supportable, mais peut-être qu'à 2,5, 3 degrés, 4 degrés, je ne sais pas, il va arriver un seuil où on risque d'entrer dans des mécanismes cumulatifs, des effets un peu pervers, genre chacun pense à la fonte du permafrost. Et donc, en dessous d'un certain seuil, ça va, et paf, au-dessus d'un certain seuil, il y a un emballement général. Et c'est vrai également pour la population. Alors qu'est-ce qui pourrait favoriser cette baisse de la fécondité? Bien sûr, tout le monde le dit, le développement. Pourquoi? Parce qu'on constate une corrélation très forte statistiquement entre le niveau de développement d'un pays, le niveau de consommation aussi d'ailleurs, et la baisse de la fécondité. En gros, plus on est riche, moins on fait d'enfants. Il y a des exceptions, hein, bien sûr. Si vous faites une droite qui relie les deux, il y a quand même une corrélation assez nette. Alors il y a quand même une difficulté pour ça. D'abord, ça ne se décrète pas, le développement. Ce n'est pas aussi évident que ça. Et d'autre part, si l'ensemble des pays avaient un niveau de développement comparable à celui des pays où la fécondité est très basse, je pense aux pays, par exemple, d'Europe de l'Est, la Pologne, l'Allemagne dans une certaine mesure, ou aux pays curieusement assez catholiques, par exemple comme l'Italie et l'Espagne, mais aussi la Pologne et un certain nombre de pays baltes, ou le Japon par exemple, eh bien ces pays qui ont des natalités très fortes, des fécondités très faibles, souvent inférieures à 1,5 enfants par femme, bien entendu personne ne supporterait leur niveau de développement. Enfin, la planète ne supporterait pas leur niveau de développement. Donc vous voyez, le développement c'est sympathique, ça permet aux gens d'avoir un meilleur niveau de vie, mais ne comptons pas entièrement dessus, parce que ça suppose un prix à payer qui par ailleurs serait difficile. Autre élément, bien entendu, l'éducation. Là aussi, on constate une assez grande corrélation entre le niveau d'éducation, souvent l'éducation des filles en particulier, vous savez, c'est un peu sacrifié dans un certain nombre de pays, et le niveau de développement, et le taux de fécondité plus bas. Population. Oui, bien sûr, et d'ailleurs à Démographie Responsable, on lutte toujours pour l'éducation des filles, donc on peut faire quelque chose. Nous avons proposé à Démographie Responsable une pétition par laquelle un quart de l'aide au développement devrait être attribué à la planification familiale. Un certain nombre d'organisations, parfois privées, comme la fameuse fondation Bill et Melinda Gates, font déjà des choses, l'UNFPA fait déjà des choses, mais beaucoup de gens disent finalement 1 euro investi dans la planification familiale, c'est probablement l'euro le plus efficace. Nous avons également, alors c'est plus à titre symbolique, parce qu'on ne va pas agir beaucoup, on a fabriqué un certain nombre de préservatifs à Démographie Responsable qu'on a envoyés en Afrique. On distribue ce genre de choses. De manière symbolique, on en a envoyé quelques milliers, ça n'a pas changé la démographie africaine, évidemment, mais c'est une façon de montrer l'exemple. Et donc, voilà ce qu'on peut faire, et bien évidemment, donner l'exemple. Changer le discours, faire en sorte que quand vous avez ce discours-là, vous n'êtes pas systématiquement ostracisé, qui reste encore largement le cas. J'ajoute également que ces distributions de préservatifs n'est pas directement en notre nom, on le fait via des associations écologistes locales africaines. C'est évidemment comme ça que vis-à-vis des Africains, on montre que on ne vient pas en colonisateur en quelque sorte, hein. Eux-mêmes en sont demandeurs, et vis-à-vis des Européens, on montre aussi qu'il y a en Afrique un certain nombre de gens qui sont parfaitement conscients du problème. Et on voudrait sortir de cette espèce comment ça s'appelle, de schéma manichéen par lequel il y aurait de méchants blancs qui viendraient imposer à l'Afrique une contraception qui serait non voulue par ces pays-là. C'est pas comme ça que se pose le problème. Beaucoup d'Africains sont parfaitement conscients de la question, et les gens qui en Europe s'inquiètent de la surpopulation africaine ne sont évidemment pas anti-africains, bien au contraire. Savoir pour vous, quel est le niveau cible de population mondiale qu'il faudrait ne pas dépasser? Alors, je vais vous décevoir, mais on ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépend du type de société que vous voulez. Vous avez des sociétés, alors je vais prendre des extrémistes, hein, pas au mauvais sens du terme, mais des extrémistes, des gens qui vont être partisans d'un retour à la nature avec un homme, pas animal, mais un homme vraiment extrêmement peu organisé en société. Le type d'effectif qui le permettrait, c'était le retour avant le néolithique, c'est-à-dire dans le cas où on n'organise pas la planète à notre profit. Alors là, on est sur des chiffres qui nous paraissent aberrants aujourd'hui, qui sont de quelques millions d'habitants.
On peut considérer effectivement qu'à l'époque de Jésus-Christ, en faisant un peu attention, il y avait 200 millions d'habitants et c'était très largement supportable par la planète si on fait attention, parce qu'à 200 millions d'habitants, on peut notamment laisser quand même de vastes zones vierges où justement la faune peut exister entièrement, peut se soumettre à la sélection naturelle, etc. Donc, là, on est vraiment sur des chiffres relativement petits qui passeraient très bien. Alors en plus, après 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, chacun voit la société qu'il veut. Nous, on préfère pour l'instant ne pas trop se lancer là-dedans, parce qu'en plus, il peut y avoir des sensibilités vraiment individuelles différentes. Hein. Alors, si vous donnez un chiffre, on se sent prisonnier de ce chiffre, après tout. Hein. Et vous avez des gens qui pensent, ben voilà, il faudra revenir à 3 milliards. Alors, souvent, les gens, ils disent en fonction de leur année de naissance. Les gens qui sont nés dans les années 60, on était 3 milliards, ou 3 milliards, ça leur semblait le bon chiffre. Nés en 85, 90, ils disent oh, ben 5 milliards. Il n'y a pas de bonne réponse. Malheureusement, il y a quand même une règle, plus on est nombreux, plus on détruit la nature. Ça, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas d'échappatoire à cette règle-là. Et je crois que 5 ou 6 milliards, de toute façon, c'est déjà, à mon avis, alors là, à titre personnel, déjà beaucoup trop pour être assez intenable. Probablement, il faut faire un effort sur les deux, c'est-à-dire qu'il faut avoir un niveau de vie beaucoup plus bas, et il faut en même temps être beaucoup moins nombreux. Sur le niveau de vie aussi, je veux insister sur, il ne faut pas être trop naïf non plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait comparer le niveau de vie des pays du Nord et des pays du Sud, parce que par définition, dans les pays du Nord, vous avez de fait une dépense énergétique qui est plus importante. Quand en Afrique, vous ne vous chauffez pas du tout, et qu'en Europe, il y a certains pays où vous chauffez 8 mois par an, il est certain qu'indépendamment de la bonne volonté de chacun, il y a au départ une pression pour la consommation énergétique qui est bien différente. Alors, il y a un autre terrain d'expression de ces idées, vous en doutez bien, c'est Internet et Facebook, par exemple. Bon, il est certain que sur des réseaux comme ça, ça monte très vite, hein, le ton. Ça monte très vite. Quand vous tombez avec quelqu'un qui est opposé à vous, vous en prenez. Pour l'instant, on essaie d'argumenter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait publié, c'est pas l'association, mais c'est quelques personnes qui pensent la même chose, un livre qui s'appelle Moins nombreux, plus heureux. Vous le trouverez là sur notre stand si ça vous intéresse. Et bien donc voilà, vous avez un certain nombre d'arguments, parfois sociaux, parfois... Je pense par exemple à une participation d'Alain Gras, qui est un scientifique français assez connu sur les modèles d'écroulement de population des animaux, parfois politiques, parfois mesurés, parfois un petit peu moins mesurés, qui vous montrent... Moi je me demandais si à côté de cette sensibilisation, il y avait aussi des questionnements et un accompagnement qui se fait sur... se dire que quand même, pour un enfant, avoir des frères et sœurs, ça construit l'enfant, qu'une femme qui va décider de faire ça, peut-être qu'il y aura aussi le pendant d'être heureux de voir toutes les femmes à côté d'elle qui ont des enfants, et c'est quand même épanouissant. Je sais que mes parents ont du mal à m'avoir, c'est-à-dire un combat. Est-ce que c'est abordé ? Et bien sûr, mais on ne remet pas tout ça en cause. Et je vous l'ai dit, je peux vous dire que tous les dirigeants de démographie responsables ont des enfants. Tous. Et plusieurs en plus. Donc, que les enfants soient très importants pour l'épanouissement personnel, tout à fait. Simplement, comme je vous ai dit, ce qu'on préserve, c'est le droit de ces enfants-là à avoir des enfants. Parce que quand on sera 11 milliards sur la planète, on ne pourra plus continuer comme ça. Donc c'est justement pour la défense de ce droit-là, aussi, en tout cas, que nous luttons. C'est pas du tout contre l'enfant, et reconnaître, comme vous le dites, que c'est épanouissant pour une femme et sans doute pour un homme aussi d'avoir des enfants, et bien sûr, mais on le nie pas, on l'accepte, on est tout à fait favorable. Là, c'est pas un problème. Par contre, évidemment, on est contre le fait que chaque personne ait 5 ou 6 enfants, parce que ça tuera la planète, pas le bloc rocheux, mais ça tuera la biodiversité et la vie sur la Terre. Autre élément, je vais arrêter là pour pas empiéter sur la conférence suivante, mais autre élément qui est important, je ne l'ai pas abordé, ça, la question des retraites. On nous dit toujours, mais qui va payer nos retraites ? Là, il ne faut pas se moquer du monde. Aujourd'hui, dans tous les pays industrialisés pratiquement, on ne manque pas de population active, on ne sait pas les employer, il y a du chômage. Donc la question du déficit de cotisants, elle ne se pose pas comme ça, les gens sont au chômage.
Et d'ailleurs, en Allemagne, où il y a quand même moins d'arrivants sur le marché du travail parce qu'il y a eu une fécondité plus basse il y a 20 ans, justement, ça aide fortement à la baisse du chômage. Mais surtout, de manière plus générale, vous voyez bien le terrible engagement dans lequel nous entraînerait les Nathalie, c'est-à-dire qu'il dirait, pour qu'une société soit équilibrée, il faut que la génération N soit toujours plus nombreuse que la génération N-1. Chaque génération doit être plus nombreuse que la précédente. Mais les gens vieillissent. Et les gens nombreux qu'on a eus pour payer les retraites, la génération suivante, ce sera des gens nombreux à qui il faudra payer les retraites. Alors il faudra faire encore plus de bébés. C'est une folie. On voit bien qu'on est dans un mécanisme de... Je dis sur le plan financier, on appellerait ça une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que ça ne marche que si ça croît. Dans un monde fini, ça n'a pas de sens. C'est par nature déséquilibré. Donc il faut accepter qu'il y aura des tensions effectivement sur les retraites et probablement une baisse de leur niveau et une redistribution différente. Mais l'idée d'une fuite en avant, en faisant toujours plus de gens pour les payer, nous entraînerait demain à avoir de plus en plus de retraites à payer, avec les inconvénients écologiques que j'ai signalés tout à l'heure. Donc la question n'avait pas été posée, mais cette question-là, elle est très importante parce qu'elle fait, vous en doutez bien, partie des reproches ou des remarques générales que l'on nous fait. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.